Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Djoliba TV News. Bienvenue dans votre émission, le rendez-vous des idées. Le rendez-vous des idées, c'est votre tribune qui donne la parole à des profils, à des acteurs de profils divers pour parler des sujets d'intérêt national. C'est tous les dimanches à 21h. Ce soir, nous allons parler de la transition, regard croisé sur la marche de la transition. Pour en parler, nous recevons pour vous deux journalistes, deux brillants confrères. Badou Escobar, bonsoir. Bonsoir. Badou, vous êtes le directeur de publication du journal Le Triomphe du Mali. Effectivement, très rapidement, je salue mon confrère Youssouf Sissoko, qui est un grand analyste, qui ne manque jamais les rendez-vous. Merci. Vous, Ataer Ali Doumega, l'excellent éditorialiste. Merci beaucoup. L'ensemble du personnel de Djoliba TV. Il faut reconnaître que Djoliba TV est une des chaînes de télévision ouvertes. Le débat est ouvert, tout le monde peut venir s'exprimer en toute liberté. Vraiment, c'est très important, il faut le souligner. Donc, au passage, je salue tous ceux qui suivent Djoliba TV en ce moment au Mali, en dehors du Mali. Pour terminer rapidement, donc, je rends hommage aux légitimités traditionnelles, au pouvoir en place et à tous ceux qui aujourd'hui soutiennent le Mali dans sa marche en avant. Merci Badou Escobar. Notre deuxième invité, Youssouf Sissoko. Youssouf Sissoko, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes analyste politique, aussi directeur de publication du journal L'Alternance. Ok, merci Ataer de m'avoir donné l'opportunité de venir m'exprimer sur votre chaîne, qui est, comme l'a dit mon excellent confrère Badou, qui est vraiment une chaîne qui est en train de faire en son petit bonhomme de chemin. Elle fait partie aujourd'hui des chaînes au Mali qui font la fierté. Donc vraiment, félicitations à vous. Merci pour ces compliments, pour l'endroit de notre chaîne Djoliba TV News. Nous continuons à jouer notre rôle d'information au service du citoyen et de la démocratie. Pour camper le décor, nous allons regarder cet élément. C'était une conférence du M5 RFP Malikoura et qui s'était un peu penché sur les questions de l'actualité. Nous allons regarder cet élément signé Amadou Diallo et on revient juste après pour le décryptage. La position du M5 RFP Malikoura n'a pas changé pour une bonne gouvernance. La refondation du Mali, la sécurité des personnes et de leurs biens depuis la chute de l'ancien régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, selon ses responsables. Ils estiment que les anciennes pratiques que le M5 RFP a fait de sa lutte continuent toujours dans le pays. Le positionnement de notre mouvement par rapport à la gouvernance de transition n'a pas changé. Le M5 RFP est la force politique qui a créé les conditions de la chute du régime de Ibeka à travers la mobilisation massive du peuple malien contre sa mauvaise gouvernance. Dans une déclaration lue par le président du comité stratégique du M5 RFP Malikoura, le mouvement compte redynamiser ses actions pour la mise en œuvre d'une transition de rupture. Cette transition est bien la nôtre. Nous voulons qu'elle soit la transition de rupture avec les mauvaises pratiques de gouvernance pour gagner la lutte contre les groupes armés terroristes, restaurer la sécurité et la souveraineté de l'État sur toute l'étendue du territoire national et poser les piliers du Malikoura tant entendu par le peuple malien. Notre engagement et notre détermination restent totales pour l'atteinte de ces objectifs. Selon le mouvement, la situation sécuritaire et humanitaire se sont encore dégradées en 2022 malgré la montée en puissance de l'armée qu'il salue de passage pour sa bravoure. Qu'après l'embellie constatée pendant un bon moment, la situation sécuritaire s'est sérieusement dégradée en 2022. Extension croissante des attaques des groupes armés terroristes à l'ensemble du pays, avec un lourd bilan en termes de hausse du nombre de victimes civiles et militaires, de destruction et vol de biens des populations, notamment du cheptel. Ensuite, extension de l'occupation du territoire national par les GAT, emprise de plus en plus forte de ceux-ci dans la quasi-totalité des zones rurales, dans de nombreuses localités de plusieurs régions. En ce qui concerne la liberté d'expression, elle est menacée, souligne le président du comité stratégique du M5 RFP Malikoura dans leur déclaration et craignent une atteinte à la démocratie. Liberté de la presse menacée par la récente réaction de la haute autorité de la communication à un auditorial du journaliste Mohamed Alidou Ataer
ne comportant aucun manquement répréhensible. Une réaction dissuasive de la justice contre les auteurs de ces mélanges sur les réseaux sociaux et une régulation efficace des médias par la HAC sans enfreindre à la liberté de presse s'impose. Ce regroupement invite le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre en compte la plainte du Mali contre la France. Aussi, l'affaire des 46 militaires ivoiriens a été évoquée. Selon eux, cette affaire doit prendre fin pour le bonheur des deux pays voisins. Sauf Soko, c'était la dernière sortie du M5 RFP Malikoura. Pour vous, cette sortie du M5 RFP, est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'on est déjà dans le positionnement? Parce que, bon, depuis un certain temps, le M5 RFP a gardé un silence. Mais aujourd'hui, il y a l'autre branche, M5 RFP Malikoura, qui sort et qui fait une analyse générale de la situation. Quel message? Bon, le message d'abord, c'est que cette sortie, cette conférence de presse du M5 Malikoura, c'est le signe de la vitalité d'abord de notre démocratie. Parce que dans une démocratie, il faut qu'il y ait de débat, il faut qu'il y ait la divergence d'idées, d'opinions, et de cette divergence maintenant en tout cas, que toutes les idées convergent vers l'atteinte d'un objectif, à savoir la réussite de la transition. Il a lui-même dit dans son intervention que leur objectif reste le même, c'est la réussite de la transition, et que les idées qui ont quand même poussé un certain nombre de Maliens à sortir pour faire partir ce gouvernement, et le gouvernement d'Ibeka, et ces idées demeurent encore, et ils souhaitent quand même que les autorités actuelles de la transition puissent en tout cas prendre ça en compte. Maintenant, ce qu'il faut peut-être déplorer, c'est le fait qu'il y ait deux M5, parce qu'aujourd'hui, clairement, il y a deux M5. Il y a le M5 Malikoura, présidé par Konimba Sidibé, et il y a le M5 tout court, qui est présidé par le Premier ministre Shogel Kokala Maïga, qui est en repos forcé, et dont peut-être le leadership aujourd'hui est joué par Muntagatal. Parce que vous vous rappelez, au mois de septembre, vers mi-septembre, ce M5 aussi a tenu une conférence, et au cours de laquelle Muntagatal a fait une déclaration. Et dans cette déclaration, je crois qu'il a, si vous voulez, il a réitéré le soutien quand même du M5 aux autorités actuelles. Donc quand tu essaies de comparer les deux messages, le message de Konimba Sidibé et celui de Muntaga, on sent quand même que l'un soutien est un soutien inconditionnel à la transition, l'autre soutien mais avec des réserves. Parce que le M5 de Konimba quand même a égrené un certain nombre en tout cas de d'écueils, un certain nombre de tares qu'ils ont constaté dans la gestion des affaires. Et ils souhaitent quand même que les autorités puissent en tout cas se rattraper, puissent en tout cas faire de telle sorte que alors, les Maliens puissent être réunis en tout cas rassemblés autour des objectifs de la transition. Donc, je crois que franchement, je ne vois aucun mal à ça, qu'il y ait en tout cas des voix dissonantes, des voix divergentes. Et pourvu que l'objectif, en tout cas, qui reste en tout cas la réussite de la transition, cet objectif-là puisse être atteint. D'accord. Badou Escoba, cette sortie du M5 RFP Malikoura, quelle lecture, quelle analyse il faut faire de cette sortie? Ma lecture de la sortie du M5 RFP Malikoura, qui est présidée par Konimba Sidibé, c'est que cela démontre que, encore une fois, malgré le régime d'exception que nous vivons, vraiment, il y a une certaine vitalité démocratique. C'est la preuve que la liberté d'expression est une réalité. C'est la preuve que chaque leader est libre d'aller là où il veut. Parce que si vous suivez le discours de Konimba Sidibé ne remet pas en cause la transition en tant que telle. Et la preuve, il a souligné que c'est eux qui sont à l'origine de la chute du président Ibeka. Mais de son point de vue, le M5, dans sa forme ancienne, a un tout petit peu raté le coche en changeant de trajectoire. Donc, c'est pour cette raison qu'ils ont créé le M5 RFP Malikoura pour vraiment corriger cette trajectoire. Et quand vous suivez son discours, vous vous rendez compte qu'il revient sur un certain nombre de griefs, lesquels griefs qui ont entraîné la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il parle de la gestion, il parle de la situation sécuritaire, il parle de nos rapports avec le Conseil de sécurité où il demande à ce qu'on accepte la plainte du Mali. Il parle de la libération des 46 Ivoiriens entre guillemets qui sont détenus. Donc, on se rend tout de suite compte que l'objectif du M5 Malikoura n'est pas de remettre en cause les acquis de la transition. Le M5 Malikoura veut tout simplement que la transition se conforme, n'est-ce pas, au principe qui a été édicté dans le mémorandum du M5 lors de la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc c'est ça l'objectif. Donc, à vitam aeternam, on se rend compte que
Konimba veut tout simplement que la transition accepte et respecte le peuple malien, que la transition vraiment joue pleinement son rôle pour que nous puissions au finish et retrouver un Mali stable, un Mali qui renoue avec des élections transparentes, crédibles, un Mali qui va réunir avec la communauté internationale. Okay. D'accord. On va parler de sujets d'actualité. Youssouf Sissoko, aujourd'hui, l'actu, c'est l'élargissement, cette liste additive du CNT, le Conseil national de transition. Quel regard justement sur cette liste, seconde liste du Conseil national de transition? Oui, en fait, c'est vrai, le communiqué est sorti le vendredi, je crois, et signé du président de la transition, et lequel communiqué fait surtout allusion, en tout cas, à la nomination de 26 membres du Conseil national de transition. En fait, cette nomination va en droite ligne, en tout cas, des recommandations des assises nationales. C'est les assises qui ont demandé l'élargissement du CNT. Je crois que c'est bon. Quand tu te réfères à ça, tu diras tout simplement que c'est une bonne chose, mais dans le contexte actuel du Mali, est-ce que nous devrons en tout cas continuer à multiplier les dépenses, les charges, le train de vie de l'État, alors que le pays subit aujourd'hui, si vous voulez bien, un certain nombre en tout cas d'asphyxie financière. Donc c'est justement cela que beaucoup de gens voient en mal, en tout cas cette nomination, la nomination de ces 26 membres du CNT. Maintenant, si ça peut amener une certaine accalmie, puisque vous savez, une transition, c'est une période pendant laquelle il doit y avoir non seulement un grand rassemblement, mais aussi il doit y avoir en tout cas un certain consensus autour des grandes questions, en tout cas pour une transition apaisée et inclusive. Maintenant, si c'est fait pour en tout cas cela, je crois que c'est une bonne chose, il faut l'applaudir et continuer. Parce qu'à force, n'est-ce pas, de s'attarder sur des choses comme ça, alors finalement, nous allons peut-être perdre du temps. Et les objectifs auxquels nous nous sommes assignés risquent en tout cas d'être occultés ou relégués au second plan. Okay. Alors que le temps, le premier ennemi en tout cas de la transition, c'est le temps. Donc moi je pense que si c'est fait pour en tout cas contenter un certain nombre de gens, parce qu'il faut reconnaître quand même que pendant longtemps la classe politique, une partie de la société civile et peut-être même une partie des groupes armés ont été peut-être mises à l'écart. Donc si c'est fait pour en tout cas permettre à tous ceux-ci de participer pleinement à la gestion de la transition, je crois qu'il faut l'applaudir et continuer. Même si ça va nécessiter d'autres dépenses, alors que les finances, en tout cas, se portent très mal dans le pays. Les finances se portent très mal. Badou Escobar, quelle est votre analyse sur ce élargissement du CNT, Conseil national de transition? Bon, ma lecture par rapport à l'élargissement du CNT, c'est que si c'est pour apaiser le climat social, si c'est pour vraiment restaurer la confiance entre les Maliens, si c'est pour recoudre le tissu social, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Et mon confrère l'a rappelé, il a parlé des problèmes de finances. Nous savons tous qu'actuellement, l'état des finances du Mali laisse à désirer, ce n'est un secret pour personne. Mais comme je l'ai dit, c'est la raison d'État qui prime. Vous savez que le Mali traverse une période charnière de son histoire. Le Mali a besoin de tous ses fils. Donc aujourd'hui, au plan interne, il faut que les Maliens s'unissent autour de l'essentiel que le Mali, au nom des valeurs sacro-saintes de la République. Il faut que l'extérieur aussi sache que le peuple malien est un peuple uni. Donc je pense que c'est dans ce cadre que les autorités de la transition ont décidé vraiment de prendre 26 autres citoyens maliens pour vraiment arrondir le nombre de conseils nationaux à 145. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais sauf que dans les autres pays, au Burkina et puis en Guinée, où il y a des transitions, c'est au Mali où on a 147 conseillers nationaux de transition. Est-ce que le nombre n'est pas élevé? Et puis, compte tenu aussi, vous l'avez rappelé, de l'état des finances aujourd'hui. Bon, comparaison n'est pas raison. Les réalités ne sont pas les mêmes. Peut-être qu'il y a une similitude entre la situation du Mali et la situation du Burkina, mais entre la situation du Mali et la situation de la Guinée, il y a une nette différence. Donc, le Mali a un problème existentiel. Donc, face à ce problème existentiel, il y a un problème existentiel, il faut peut-être concentrer les efforts pour soutenir l'effort de guerre, par exemple, si vous faites allusion, par exemple, à la guerre aujourd'hui. Peut-être que les autorités, c'est eux qui savent ce qu'elles doivent faire. Peut-être si elles estiment que
en élargissant le CNT, ça va contribuer à apaiser le climat social. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Nous savons tous qu'actuellement, le Mali est en guerre. L'armée est massivement déployée et quotidiennement, l'armée lance des vastes offensives avec l'appui de l'aviation. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un stratège militaire, mais je sais que ça coûte excessivement cher en termes de kérosène, en termes de carburant en général. Donc, malgré tout ça, si les autorités ont estimé qu'il faut élargir le CNT, ne serait-ce que pour calmer un tout petit peu la tension sociale, je ne vois pas la mauvaise chose. Sauf que, comme l'a dit Youssouf, je reviens sur ça, sur le plan financier, le pays traverse des difficultés, mais si c'est pour calmer la situation sociale, si c'est pour recoudre du tissu social, si c'est pour faire en sorte que le Malien puisse se retrouver, moi je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Okay. Parlons, Youssouf Soko, parlons maintenant de la cherté de la vie. Aujourd'hui, tout le monde se plaint de la cherté de la vie à Bamako et on a même vu que les gens trouvent que c'est comme un paradoxe quand on crie à la cherté de la vie, au même moment, on augmente les charges, on augmente le train de vie de l'État. Donc ils sont nombreux, ces citoyens qui pensent comme ça. Quelle réponse, qu'est-ce qu'il faut répondre? Non, en fait, les citoyens ont raison. Ceux qui pensent comme ça ont raison parce que vous avez pris l'exemple, Bado a pris l'exemple sur le Burkina. Et le Burkina, ce que j'ai appris, les membres du Conseil, en tout cas national de la transition, du Burkina ne seront pas rémunérés et qu'ils vont tout simplement se contenter des primes de cession, etc. Quoique c'est des mesures comme ça qui devraient être prises au Mali aussi. Réduire carrément les charges de l'État. Pourquoi ne pas renoncer, par exemple, aux indemnités? Le président de la transition n'a pas renoncé à ses indemnités, le Premier ministre a ses indemnités, le président du CNT a ses indemnités, les ministres a beaucoup de leurs indemnités, etc., puisque le Mali traverse une crise. Maintenant, par rapport à la vie chère, je crois qu'il y a des facteurs exogènes et des facteurs endogènes. Les facteurs exogènes, c'est plutôt la crise en Ukraine, la guerre russo-ukrainienne. Ça a beaucoup impacté, en tout cas, sur la crise alimentaire. Oui. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, puisque gouverner, c'est prévoir, alors les autorités, en tout cas, devraient aussi, en tout cas, prendre des mesures pour non seulement atténuer, n'est-ce pas, cette crise, cette guerre russo-ukrainienne, qui a des impacts, en tout cas, sur la crise alimentaire dans le monde, mais aussi faire de telle sorte que les subventions que l'État a tout le temps fait, et que l'État, en tout cas, que les autorités fassent la même chose. Mais malheureusement, nous ne voyons pas des actions concrètes qui vont dans le sens de l'atténuation des souffrances, en tout cas du peuple. Et j'ai tout le temps dit que la crise sociale a été tout le temps la mère de toutes les crises. Parce que si on ne trouve pas de solution très rapidement à cette crise, je crains qu'il n'y ait vraiment pas de remous sociaux et de remous à remous. J'ai peur en tout cas qu'il n'y ait pas un autre, c'est pas moi, M5 qui va naître. Et ce M5-là risque en tout cas de ravager encore les autorités, quoi, qu'à Dieu ne plaise. Oui, Bado Escobar, oui, sur la question cherté de la vie, élargissement du CNT, est-ce que pour vous aujourd'hui, est-ce que vous comprenez les frustrations des citoyens qui pensent, à tort ou à raison, que l'État n'arrive pas à répondre à ses aspirations, à la cherté de la vie, mais trouve des moyens pour caser des gens au niveau du Conseil national de transition? Vous savez que cette crise s'étend du Donbass au Liptako-Gourma. Et c'est une réalité, c'est une évidence aujourd'hui qu'il y a une crise aiguë. Ce n'est pas le Mali seulement, c'est l'ensemble de la communauté internationale qui est touché. Mais chaque pays connaît ses réalités. Parce que si nous prenons la réalité malienne, il faut le dire aujourd'hui, les citoyens lambda se plaignent par rapport au panier de la ménagère, par rapport au prix de certains denrées de première nécessité. Donc c'est pourquoi... hier soir, j'ai échangé avec des citoyens qui m'ont dit mais ils ne comprennent pas. Le pays traverse des moments difficiles. Au lieu de chercher à trouver une solution à cela, on va augmenter les membres du CNT. Or, nous savons tous que la charge d'un conseil national, ça coûte excessivement cher. Bon, il y va du commentaire de tout un chacun, mais dans l'ensemble, il faut dire qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Par exemple, si vous prenez le carburant, il y a une hausse du prix du carburant. Le sucre, il y a eu une légère hausse. Or, c'est les denrées de première nécessité. Donc, dans un pays, si vous voulez faire en sorte que les gens puissent vraiment continuer à vous soutenir, à vous appuyer, il faut que les gens n'aient pas faim. Il faut éviter les émeutes de la faim. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est vrai que la transition fait des efforts, mais pour les citoyens lambda, ce n'est pas suffisant pour pouvoir atténuer les souffrances. Parce qu'un régime est parti
parce qu'on a estimé que ce régime-là ne pouvait pas faire l'affaire du peuple. Donc une transition est là et le peuple a estimé que c'est cette transition qui doit essuyer ses larmes. Et si cette transition ne parvient pas à essuyer ses larmes, vous voyez ce que ça fait. Donc encore une fois, la transition vraiment doit tout faire pour que les prix des denrées de première nécessité puissent être abordables, que la transition communique. Il ne faut pas que la transition garde l'omerta. Souvent, on entend les choses dans les rumeurs, comme dans le temps, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe. Récemment même, on a vu sur les réseaux sociaux des cas de détournement de fonds, des cas de commerçants qui ont contracté des dettes auprès des banques, qui ne sont pas parvenus à payer ces dettes, et que ces commerçants-là ont pris la poudre d'escampette. Donc, il y a trop de zones d'ombre par rapport à la gestion du pays. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que les autorités sortent souvent pour expliquer ce qui se passe, pour expliquer les mesures qui ont été prises vraiment pour atténuer la souffrance de la population. Parce que, comme l'a dit mon confrère Sissoko, donc tout tourne autour de la cherté de la vie. Vous avez beau soutenir une transition, si vous avez le ventre vide, ça peut déboucher sur des choses que nous ne souhaitons pas. Aujourd'hui, nous pensons qu'avec les différentes émissions, avec les différentes rencontres, la transition va enfin songer à la cherté de la vie et prendre les dispositions nécessaires. Parce qu'il ne s'agit pas d'accorder des subventions aux commerçants. Il s'agit de suivre réellement la trajectoire que suivent ces subventions. D'ailleurs, récemment, le Premier ministre par intérim a fait savoir qu'il y aura un accord entre le secteur privé et les pouvoirs publics pour qu'ensemble on puisse trouver une solution à cette question de la cherté de la vie. Ça veut dire que la transition est en train de prendre conscience du danger, mais il faut que la transition agisse le plus rapidement possible pour que ce qui est arrivé dans le temps ne puisse pas arriver. Parce qu'on ne peut pas contenir les émeutes de la faim. Vous parlez des émeutes de la faim. Youssouf Sissoko, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour revoir le panier de la ménagère? Aujourd'hui, on a un Premier ministre en repos forcé, un Premier ministre par intérim. Aujourd'hui, où se trouve l'urgence? Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? L'urgence, c'est que d'abord, il faut qu'on se le dise, le Mali est isolé diplomatiquement, puisque le constat est que tous les investisseurs ont quitté le Mali, parce que le pays est devenu un pays instable, un pays incertain. Donc quand il y a l'incertitude, les gens vont en tout cas tourner le dos. Deuxièmement, notre bruit, ou nos différentes bruits avec les uns et les autres, ça fait que le Mali n'a pas tellement en tout cas de ressources aujourd'hui. Il y a une certaine asphyxie financière qui est là, et même si l'embargo économique, l'embargo financier a été levé, mais jusque-là, le Mali n'arrive pas justement à retrouver en tout cas toutes ses marques pour pouvoir en tout cas se projeter dans l'avenir. Donc aujourd'hui, il faudrait d'abord que notre diplomatie soit une diplomatie agressive, qu'elle fasse de telle sorte que nous puissions en tout cas éteindre certains feux, que nous puissions en tout cas fermer certains fronts. Parce qu'aujourd'hui, j'ai tout le temps dit, en tout cas partout où j'ai eu l'occasion de parler, j'ai dit le Mali ouvre trop de fronts. Peut-être qu'on va parler de la crise avec la Côte d'Ivoire, mais vous voyez des choses comme ça, alors que nous avons tellement de priorités, et nous savons que nous sommes un pays, en tout cas un hinterland, un pays qui n'a pas de débouchés sur la mer. Nous avons besoin des autres. Nous avons plus besoin des autres que les autres n'ont besoin de nous. Donc moi, je crois qu'il faudrait très rapidement que nous harmonisons en tout cas nos relations avec tous les pays, avec tout le monde, et que nos anciens investisseurs, les partenaires financiers, techniques et financiers puissent revenir. Je crois que c'est à ce prix-là que nous pouvons peut-être essayer de voir. Sinon aujourd'hui, si nous devrions compter en tout cas sur nos propres ressources internes, c'est vrai, elles sont beaucoup, mais puisqu'elles ne sont pas exploitées, donc ça pose d'énormes problèmes. Donc aujourd'hui, la balle est dans le camp de nos autorités. Il faut qu'elles fassent de telle sorte que nous puissions en tout cas nous entendre avec tout le monde, que nous puissions en tout cas sortir de ce combat inutile qui consiste à s'accrocher à une souveraineté qui en réalité n'est que factice. À mon avis, il faut aller à l'essentiel. Nous sommes dans un monde globalisé, dans un monde mondialisé, si vous me permettez l'expression. Donc il faudrait justement que nous visions nos intérêts plutôt que de s'accrocher à des choses qui en réalité ne nous servent à rien. Okay. Est-ce que vous partagez, Badou Escobar, l'analyse du confrère Youssouf Sissoko? Non, pas tout à fait. Par rapport aux relations internationales, vous savez que la crise malienne est née d'une crise. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, l'a rappelé. Il dit que tout est né de la crise libyenne. Et je pense qu'il a même chargé la ministre, la secrétaire d'État française, Ursula Zakharopoulou. Et d'ailleurs, j'ai même dit, pour la petite anecdote, j'ai dit que
l'intelligence est malienne, l'émotion est hellène. Parce que la dame, là, elle doit être d'origine grecque. Quand vous suivez son nom, elle est d'origine grecque. Donc, quand vous suivez les propos de la dame, c'est un tout petit peu révoltant. On a comme l'impression qu'elle rejette la responsabilité de la crise sur le Mali, alors que tout est parti de la crise libyenne. Et je me dis, depuis 10 ans, le Mali ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. Et il a fallu que les M5 viennent, il a fallu que... Le Mali était malade. Le Mali était mentalement malade, le Mali ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales. Maintenant, grâce au M5 RFP, incarné par Choguel Kokalamega et au président de la transition, donc il y a eu une prise en charge psychologique du Mali. Donc le Mali est guéri. Mais les Français font toujours croire à la communauté internationale que le Mali est fou allié. Le Mali est convalescent ou bien il est complètement... Non, le Mali est en passe d'être guéri. Et les Français font croire que le Mali est fou allié, alors que le Mali est en train d'être guéri. Donc, quelque part, c'est vrai qu'il ne faut pas être trop nationaliste, mais souvent c'est l'attitude même de certaines puissances qui font que le peuple malien se révolte. Parce que le peuple malien est en difficulté depuis 2012. Chaque jour, nous comptons nos morts. Chaque jour, nous comptons nos morts. Donc, et face à cette situation, à un moment donné, le peuple a estimé qu'il faut changer de fusil d'épaule. Personne n'a demandé aux Français de partir au départ. C'est l'attitude même de la France qui a fait que, par finir, les Maliens ont exigé le départ de la France et les Maliens ont brandi un peu partout le drapeau russe. D'ailleurs, je vais profiter de votre plateau pour répondre au Premier ministre burkinabé, Apollinaire Kilem de Tembela, qui a eu à dénoncer la présence russe. Et très rapidement, il faut que lui sache qu'en réalité, les Russes, à un moment donné, ont libéré le continent africain. Les Russes ont libéré, c'est pendant que les Français étaient là à nous coloniser, pendant qu'on obligeait les Français à quitter, les Russes ont apporté un soutien logistique quand même aux troupes cubaines qui sont intervenues le 5 novembre 1975 en Angola dans le cadre de l'opération Carlota pour sauver l'Angola. L'Angola a été sur le point d'être englouti d'un côté par le FLN de Roberto Holden qui était soutenu par la CIA et la France. De l'autre côté, il y avait l'UNITA qui était soutenue par la SADF, les forces armées sud-africaines. Donc ils étaient à 2 doigts de prendre loin lorsque les Cubains sont intervenus militairement avec le soutien de l'Union soviétique. Et ce soutien a continué. Et nous savons tous que la Russie est l'héritière quand même de l'Union soviétique. Donc pour vous dire que si nous nous sommes jetés dans les bras des Russes, nous nous sommes dit que les Russes ont contribué à la libération du continent. C'est pourquoi nous avons demandé leur présence. Et pour terminer très rapidement, depuis 10 ans, la France est présente au Mali. Serval, Barkhane, ça n'a pas donné de résultats tangibles. Après, la force Takiba est venue, on n'a pas vu de résultats tangibles. Et de plus en plus, certains ont eu à dire que c'est la France même qui arme les terroristes. Et d'ailleurs, un confrère très célèbre de la place a écrit dans son journal pour dire que l'armée burkinabé a découvert une piste clandestine par ces pistes transitaient des armes destinées aux terroristes. Donc, ces informations ont contribué à irriter le peuple malien. C'est pour que le peuple malien a changé de trajectoire et le peuple malien a raison sur ce point. Parce que quand votre pays est en danger de mort, quand votre pays est menacé dans son existence, vous êtes obligé de vous lever pour demander des comptes à la communauté internationale. Et pour terminer, la France qui critique le Mali, la France a empêché à Nathalie Yamb de fouler le sol français, tout simplement parce que Nathalie Yamb est trop critique envers le gouvernement français. Ok, donc on va justement, vous nous avez amené sur un autre sujet, on va y revenir certainement dans le volet consacré à l'actualité internationale, mais déjà, parlons des militaires ivoiriens, les 46 militaires ivoiriens. Le M5 RFP Malikoura a demandé, purement et simplement, la libération sans condition de ces 46 militaires ivoiriens. Réaction? Oui, mais tel est mon avis, tel a tout le temps été mon avis d'ailleurs. Parce que moi je me dis que, supposons même que ces militaires ivoiriens soient des mercenaires, entre guillemets, mais en fait, en les gardant, c'est-à-dire que nous avons le choix. Il y a 2 options qui se présentent aujourd'hui aux autorités maliennes. Libérer ces militaires ivoiriens pour, en tout cas, harmoniser nos relations, éteindre le feu avec la Côte d'Ivoire, ou plutôt les garder et continuer à entretenir cette crise avec la Côte d'Ivoire. Alors que nous savons qu'il y a à peu près 4 millions de Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Nous savons que le port d'Abidjan sert en tout cas de transit pour nos marchandises. Nous savons que la Côte d'Ivoire c'est le premier pays, en tout cas, de l'UEMOA, en termes de puissance économique, tout de l'UEMOA. Donc, moi, je crois que nous devons, c'est-à-dire que gérer un pays, c'est aussi privilégier, si vous voulez, les intérêts de ton pays, de ton peuple. Maintenant, si nous ne faisons pas ça, ou si nous ne faisons que rentrer dans des calculs, oui, parce que X abrite tels opposants, Y, que nous avons un mandat d'arrêt contre X, moi, je crois que ça, c'est un marchandage. Il faut qu'on arrête cela et que nous devons vraiment nous mettre, en tout cas, à la hauteur et faire de sorte que nous puissions, en tout cas, tourner cette page.
Parce que la crise avec la Côte d'Ivoire, nous savons les défis qui se présentent aujourd'hui au Mali sont tellement nombreux, sont tellement complexes, que vouloir en tout cas entretenir des crises comme celle qui nous oppose aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, pour moi c'est de la diversion. Sortons de cette diversion et faisons de telle sorte que ces militaires-là puissent être libérés. Puisqu'en les gardant, d'abord ils vont nous coûter cher parce qu'on est obligé de les entretenir. Deuxièmement, ils ne vont pas, peut-être même en les condamnant, qu'est-ce que ça va nous apporter, qu'est-ce que ça va changer dans la crise actuelle. Donc moi j'ai dit, il faudrait que nos autorités comprennent que nous avons suffisamment de défis, nous avons suffisamment de fronts pour en tout cas nous tourner vers cette crise, vers en tout cas la crise qui nous oppose à la Côte d'Ivoire. Donc vraiment ma position a tout le temps été cela, qu'on libère les 46 militaires. À partir du moment où nous avons libéré 3 femmes, donc je crois que les 46 autres qui sont là, détenus chez nous, il faudrait qu'on les libère pour qu'on sorte rapidement de cette crise. Badou Escobar, pour vous aussi, il faut libérer les 46 militaires ivoiriens? Non, tôt ou tard, ces 46 militaires ivoiriens, ou bien je peux dire ces 46 mercenaires entre guillemets seront libérés, ça il faut le dire. Et bientôt ils vont retrouver, ils vont fouler la terre de Birni. Ça c'est clair et net. Mais il faut dire qu'à un moment donné, les autorités ivoiriennes aussi ont très mal géré la crise. Les autorités ivoiriennes ont très mal communiqué au sujet de ces militaires détenus au Mali. Et moi, je pense qu'on aurait pu trouver une solution sous l'arbre à Palab, parce que la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est le même peuple. Vous partez dans le Poro, dans le Tchologo, dans le Worodougou, c'est les mêmes ethnies. Donc, quand on pense à tout ça, on aurait pu trouver une solution sous l'arbre à Palab. Le fait que la crise s'est transportée au niveau du Conseil de sécurité, apparemment, c'est ce qui a choqué les autorités de la transition. Sinon, le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est un même peuple. Et lorsque la Fédération du Mali a éclaté, la Côte d'Ivoire a ouvert ses ports pour le peuple malien. Je me rappelle bien, le président Modibo Keïta a dépêché Amadou Hampâté-Bâ comme ambassadeur en Côte d'Ivoire, parce qu'Amadou Hampâté-Bâ s'entendait très bien avec Félix Houphouët-Boigny. À l'époque, l'Allemagne avait donné des camions pour pouvoir acheminer tous nos produits. Et Alpha Oumar Konaré, dans ses discours, a toujours parlé de Victor Biaka Boda, de Kaboré Zinda, pour dire que ces leaders ont contribué à la libération du continent africain. Donc c'est pour vous dire qu'entre la Côte d'Ivoire et le Mali, les liens sont très forts. Donc on aurait pu trouver la formule entre nous, n'est-ce pas, de façon diplomatique, de façon fraternelle, parce que nous sommes liés par le même cordon ombilical. Il y a 5 millions de Maliens en Côte d'Ivoire, il y a plus d'un million de Maliens, il y a plus d'un million d'Ivoiriens au Mali. Et vous avez vu pendant la crise ivoirienne comment les Ivoiriens sont venus chez nous. Et pendant notre crise, certains sont partis en Côte d'Ivoire. Mais il me semble qu'il y a un problème aussi qui est là. Le fait qu'il y a des opposants maliens qui sont à Abidjan, cela a fait que les autorités de la transition ont gardé une certaine méfiance vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Mais moi, je pense que la présence de ces 46 militaires ivoiriens qui sont là, ou bien je ne sais pas, ces 46 mercenaires qui sont là, vraiment, on doit tout faire pour que ces personnes puissent retrouver la lagune hybride le plus rapidement possible. Donc, ça ne doit pas être une raison pour que entre la Côte d'Ivoire et le Mali, ça ne puisse pas aller. Comme il l'a dit, le Mali est un pays de l'interland. Le Mali n'a pas d'ouverture sur la mer. Donc, nous avons besoin de tous nos voisins. Faisons en sorte que vraiment les rapports entre nos voisins puissent être des bons rapports. Pour ce qui est du cas de la France, je peux comprendre, la France est très loin de chez nous, la France a toujours joué à l'hypocrisie, mais pour ce qui est du cas de nos voisins, faisons en sorte qu'ils puissent avoir cette entente cordiale pour que nous puissions continuer à vivre. Parce que nous sommes dans un espace communautaire, comme il a dit, les économies sont complémentaires. Et la Côte d'Ivoire ne peut pas aller sans le Mali, tout comme le Mali ne peut pas aller sans la Côte d'Ivoire. Donc, trouvons une solution à l'affaire de ces 46 militaires ivoiriens et avançons. Je pense que c'est le plus important. Ok, avançons. Parlons maintenant de sécurité. La M5 RFP, tout en saluant la bravoure de l'armée malienne, des FAMA, les forces armées maliennes, note quand même une dégradation de la situation sécuritaire dans le pays. Youssouf Sissoko. Oui, en fait, pour ne pas donner raison au M5 RFP, je crois que dans une de mes parutions, effectivement, à la lumière en tout cas des informations que j'ai reçues ça et là, et effectivement la situation sécuritaire s'est beaucoup dégradée ce dernier temps-là. Parce que c'est vrai, il y a la communication en tout cas de l'armée, de la DIRPA, qui en tout cas dresse chaque semaine, je crois, ou tous les 10 jours, 15 jours, donc un bilan. Mais nonobstant ce bilan-là, je crois que la situation s'est fortement détériorée. Surtout quand tu vas jusqu'au Grand Nord. Et en fait, aujourd'hui, nous pouvons même dire que l'État est beaucoup moins présent, en tout cas au Nord. Et au centre aussi, la situation s'est fortement dégradée. Parce que quand
en tout cas on voit les vidéos et tous les autres éléments qui nous reviennent en tout cas du centre, c'est que ça ne va pas tellement. C'est pourquoi moi je me pose souvent la question, puisque j'attends toujours de voir qu'est-ce que notre relation, notre coopération avec la Russie sur le plan militaire, bien entendu, c'est que ça nous a réellement servi. Moi j'attends toujours de voir parce que moi j'avais pensé qu'avec en tout cas cette signature, cette coopération avec la Russie, qu'on allait peut-être au moins pacifier le centre, permettre en tout cas à toutes les populations du centre en tout cas de vaquer pleinement à leurs activités. Mais aujourd'hui, la situation, l'image, en tout cas le schéma qui se présente à nous n'est pas un schéma réduisant au centre, à forte raison au nord, au Grand Nord, ça ne va pas du tout. Donc moi je pense qu'il faut quand même continuer à soutenir l'armée parce que l'armée, au-delà en tout cas des contingences, au-delà des considérations, l'armée reste une institution et nous ne pouvons que la soutenir et soutenir pleinement les efforts qui sont en train d'être déployés. Mais je crois que comme dirait l'autre, une guerre est beaucoup plus sérieuse pour être seulement l'affaire des militaires. Il faudrait justement en tout cas, qu'on associe aussi d'autres intelligences pour en tout cas élaborer d'autres stratégies et ne pas résumer tout en tout cas à l'armée, à l'arme, en tout cas aux militaires. Donc moi je pense que c'est à ce prix et seulement à ce prix que nous pouvons sortir, n'est-ce pas, de cette crise sécuritaire. Badou Escobar, la situation sécuritaire qui se dégrade, même si on parle de montée en puissance de l'armée, qu'est-ce qu'il faut faire aussi justement à ce niveau? Vous savez que nous sommes dans un contexte de guerre asymétrique. C'est une guerre compliquée et complexe où l'ennemi, le jour, devient un citoyen libre et la nuit, il se transforme en terroriste. Donc le jour, il est avec nous, il prend du thé avec nous, on mange ensemble, mais la nuit, il se déguise en terroriste. Vous savez, quand vous avez affaire à ce genre d'ennemis, la guerre devient compliquée. Et vous savez que les forces gouvernementales font de leur mieux. Mais à chaque fois, quand l'armée nationale frappe un grand coup, les organisations de défense des droits de l'homme s'élèvent pour dire que l'armée est en train de faire ceci, l'armée est en train de faire cela, alors que l'armée est en train de faire un travail professionnel. Moi, je dirais tout simplement que c'est vrai qu'il y a des attaques sporadiques par-ci, par-là, mais l'armée est dans une phase offensive. C'est-à-dire que c'est l'armée qui part chercher les terroristes, c'est l'armée qui est en train de terroriser les terroristes. C'est vrai que récemment, il y a eu des attaques vers Kachena, dans la région de Ségou, vers Maou, dans le cercle de Yorosso. Et l'armée malienne a même bombardé une localité qui s'appelle Tiendo, qui est vers Yorosso. Cette localité a toujours été infestée par les djihadistes. D'ailleurs, c'est eux qui sont à l'origine de l'attaque de la patrouille de la police de Sona, il n'y a pas longtemps, sur la route de Koutiala. Donc, moi, je dirais tout simplement que ces terroristes sont en train de faire les derniers gestes du mourant. C'est-à-dire les terroristes sont devenus des petits insectes agaçants qui frappent souvent des grands coups pour faire comprendre qu'ils existent encore. Mais si vous me demandez, je dirais qu'ils ont été considérablement affaiblis par les différentes actions de nos armées et avec le soutien des formateurs russes. Parce que c'est des formateurs russes qui sont venus s'associer à nos militaires pour pouvoir combattre ce phénomène. Mais je pense que ce n'est pas avec un coup de baguette magique qu'on pourra finir avec le terrorisme. Au-delà du terrorisme, il y a des attaques de bandits parce que vous prenez la route Ségou-Bamako. Quotidiennement, on arrête des bus, on dévalise les forains, on dévalise les voyageurs. Donc tout ça, c'est de l'insécurité. Donc c'est pour dire qu'il y a des schémas à faire. Et si vous prenez le temps du territoire malien... Pour reprendre une expression du temps du BK, est-ce qu'on peut parler d'insécurité résiduelle, par exemple? Non, on peut pas. Ça va au-delà de l'insécurité résiduelle, mais des efforts ont été faits. On sent réellement qu'il y a une certaine amélioration sur le plan sécuritaire, même si je ne peux pas dire à 100%. Parce que si je dis à 100%, les gens vont m'insulter sur les réseaux sociaux. C'est que c'est certain, il y a des améliorations. Mais il y a des chemins à faire. Les nouvelles que nous avons de Menaka dans son groupe ne sont pas quand même très religieuses, comme l'a dit... Non, du côté de Menaka, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes. Du côté de Tessit même, parce que récemment, l'aviation malienne a bombardé une colonne de l'EIGS, une colonne qui voulait attaquer la base de Tessit. Ça veut dire qu'ils sont toujours actifs dans la zone. Et nous avons même appris que l'armée nigérienne, de concert avec Barkhane, est intervenue dans le secteur d'Andraboukan pour empêcher des attaques sur le sol nigérien. Ça veut dire que les groupes terroristes sont présents. Les groupes terroristes sont là il y a très longtemps, il faut le dire. Donc ce n'est pas en un seul jour qu'on pourra venir à bout de ces terroristes. Et vous-même, vous l'avez dit, nous sommes dans un contexte de guerre asymétrique. Souvent, vous avez affaire à des Maliens. Oui. Et comment faire pour pouvoir neutraliser ces Maliens sans faire de dommages collatéraux?
C'est là le fond du problème. Sinon, si c'était une guerre face à face, maintenant on trouve que l'armée malienne a déjà réglé le compte à ces gens. Mais c'est une guerre complexe et il faut faire... Il y a eu les événements de Moura. Après les événements de Moura, les organisations de défense des droits de l'homme, les Alioune ont dit beaucoup de choses par rapport au comportement de l'armée malienne. Oui. Malgré que l'armée malienne a d'abord étudié le terrain, l'armée malienne a ciblé les points à attaquer, l'armée malienne a identifié les groupes terroristes et c'est ces groupes terroristes qui ont été neutralisés. Et malgré tout, les organisations de défense des droits de l'homme ont beaucoup parlé, ont dit beaucoup de choses, ont raconté des contre-vérités. Et comme l'a dit Youssou Sissoko, nous soutenons notre armée, nous allons continuer à soutenir notre armée. Notre armée est en train de faire du bon travail. Oui. D'ailleurs, vous avez vu, les Burkinabés sont en train de s'inspirer de l'exemple malien. Okay. Quotidiennement, ils sortent avec des drapeaux pour demander l'arrivée des Russes. C'est pour dire que c'est vrai que Barkhane, Takuba ont évacué le Mali. Et après le départ, donc l'armée malienne a démontré qu'elle est en mesure vraiment d'occuper valablement le terrain laissé par ces gens-là. Et ça, c'est une réalité. Mais pour vous dire encore une fois, cette guerre ne saurait être gagnée sans la collaboration des pays de la sous-région. Parce que c'est une guerre transnationale. La guerre contre le terrorisme, il faut une synergie d'action. Parce que le Togo a été attaqué récemment, même le Bénin a été attaqué, même donc le Ghana aussi. Donc c'est pour vous dire que les terroristes sont en train de descendre vers les pays côtiers. Donc il faut une synergie d'action. Le phénomène est transnational. Pour venir à bout du terrorisme. Je vous dis, ce que je veux vous dire, pour terminer rapidement, ça s'étend de la Corne de l'Afrique au Mozambique. Donc les terroristes, même en République démocratique du Congo, il y a des mouvements terroristes. Donc vigilance. Vigilance. Donc je profite de votre plateau pour lancer un appel à l'Union africaine. Il faut une synergie d'action. Ce n'est pas le combat de l'armée malienne seulement. Même si l'armée malienne est en première ligne devant l'armée tchadienne aujourd'hui. C'est une fierté pour nous, nous en sommes fiers. On va faire vraiment un débat spécial sur la sécurité par exemple au Sahel et puis tous les enjeux. Mais, parlons maintenant de l'avant-projet de constitution, Youssouf Sissoko. L'avant-projet de constitution aujourd'hui, ça fait aussi débat, ça divise aussi les Maliens sur certains points. Quel est votre regard sur le texte? Mon regard, il est tout autre, parce que effectivement le débat fait rage sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télé. Et chacun y va de son petit commentaire. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le contexte actuel du Mali, parler de nouvelle constitution, je crois que c'est le moment pour moi, le contexte, le moment a été mal choisi. Le moment a été mal choisi. Peut-être que les juristes vont se charger de dire si réellement cet acte est conforme en tout cas au droit positif malien. Parce que j'ai lu pas plus tard que l'autre jour la sortie de Daba Diawara, du ministre Daba Diawara, qui trouve quand même que les autorités n'ont ni la légitimité et le contexte ne se prête vraiment pas même pas à une révision constitutionnelle, à forte raison à la rédaction d'une nouvelle constitution. Et effectivement, ça veut dire que ce qui a manqué un peu à ce projet-là, ce projet pouvait réussir si, en tout cas en amont, il y a eu cette inclusivité, ce consensus, de larges concertations avant justement de mettre en place d'abord l'équipe qui a été chargée de rédiger l'avant-projet. Mais malheureusement, c'est ce travail en solo que les autorités, en tout cas de la transition, font chaque fois. C'est ce qui les rattrape souvent. Et je crois que ça, c'est déjà très mal parti parce que aujourd'hui, quand tu regardes les réactions, franchement, ça veut dire que j'ai peur aujourd'hui qu'il n'y ait vraiment pas un autre mouvement anti-Abana. Parce que quand tu regardes les analyses qui sont faites ça et là, certains par rapport à la langue, d'autres par rapport au contexte, d'autres même par rapport au droit, à la nationalité. Par rapport à la nationalité. Donc il y a plein de choses, plein de choses, n'est-ce pas, que les gens trouvent en tout cas à redire et qui peuvent en tout cas être à la base d'un vaste mouvement et qui va s'opposer véritablement à cette nouvelle constitution. Je crois qu'il n'est pas encore tard pour bien faire. Et je dis aux autorités de faire en sorte que, en tout cas, qu'on puisse en tout cas rassembler toutes les forces vives en tout cas du Mali pour faire comprendre que le contexte après 30 ans de pratiques démocratiques, il est quand même temps qu'on revoie notre loi fondamentale qui renferme en tout cas beaucoup de choses qui sont peut-être désuètes, qui sont archaïques, qui doivent être changées. Mais peut-être que pas de cette manière. Et je le dis encore une fois de plus, les autorités gagneront, en tout cas en rassemblant, en essayant de chercher en tout cas le consensus autour en tout cas de
nouvelle constitution. Ok. Oui, Badou Escobar, sur l'avant-projet, Bon, par rapport à l'avant-projet, j'ai un peu épluché le contenu. Comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas juriste de formation, je ne suis pas un constitutionnaliste. Mais quand même, beaucoup se plaignent par rapport à la question de la langue. Parce que dans l'avant-projet de constitution, je crois que le français a été maintenu comme langue officielle. Il y a 13 langues nationales. Et parmi ces 13, une langue peut être une langue officielle. Et la langue est même ouverte à d'autres langues étrangères. Donc, le peuple malien n'a pas compris cela. Pour beaucoup de Maliens, la solution, c'était de mettre de côté le français. Bon, moi, je pense que c'est un peu difficile parce que nous vivons avec le français au quotidien. Parce que vous savez, les Français sont très, très intelligents. En partant, vous savez ce qu'ils ont laissé chez nous. Prenez votre feuille blanche là. Prenez le bic bleu et le bic rouge. Ça correspond au drapeau tricolore. C'est une façon pour les Français de nous dire que nous sommes là et nous serons présents ici pendant longtemps. Donc moi, je pense que quand il s'agit de la question de la langue, il faut aller petit à petit. Il faut créer les supports nécessaires pour qu'on puisse vraiment prendre une langue et faire de cette langue une langue officielle. On n'est pas encore prêt pour changer de langue. Moi, je pense que nous devons continuer à utiliser le français et petit à petit à trouver une autre formule. Et par rapport aux institutions, et par rapport à la décision du président de la République, je trouve que c'est trop léger. Et par rapport à l'Assemblée et au Conseil de la Nation, et par rapport au Parlement, ça c'est le bicaméralisme. Est-ce que l'État a les moyens financiers de soutenir tout cela? Et toujours par rapport aux institutions, quelque part on dit que un citoyen peut interpeller le procureur de la République devant le Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que ça ne va pas porter atteinte à l'autorité de l'État? Moi, je pense qu'il faut faire extrêmement attention parce qu'on a vu les conséquences de la décentralisation. Une des conséquences de la décentralisation a été l'affaiblissement de l'autorité de l'État. Vous partez aujourd'hui dans les sous-préfectures, le sous-préfet n'est pas considéré, le préfet n'est pas considéré. Et si on vient dire qu'un citoyen peut convoquer le procureur devant le Conseil supérieur de la magistrature, alors bonjour les dégâts. Moi, nous tenons à la restauration de l'autorité de l'État. Tant qu'on ne restaure pas l'autorité de l'État, ça n'ira pas. L'indépendance aussi de la justice. Il faut que la justice soit totalement indépendante. De Sam et de Suleiman aussi. Parce que c'est ce que je veux vous dire. Il faut que les citoyens aient peur de quelqu'un. Aujourd'hui, vous avez une dette avec quelqu'un, vous lui dites que vous allez l'amener à la gendarmerie, il vous dit qu'allons-y. Ou bien vous dites que vous allez l'amener à la police, il va dire allons-y. Avant, quand il y avait crédit avec tu lui dis que tu vas aller à la gendarmerie, il laisse le village ou la ville, il va se cacher. Donc il faut restaurer l'autorité de l'État. Moi je pense qu'il faut que les gens aient peur de la justice, il faut que les juges aussi travaillent correctement. Je ne sais pas, je suis très prudent pour qu'on ne dise pas outrage à magistrat, mais je sais quand même qu'il faut restaurer l'autorité de l'État. Il faut restaurer l'autorité de l'État, donc ce sont des griefs que vous apportez au projet de l'avant. Au texte de l'avant-projet de constitution. Maintenant, on va faire un dernier tour de table rapidement. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Faut-il aller à des élections en mars 2024? On commence avec Youssouf Soukou. Oui, on n'a même pas le choix. Puisque après 18 mois de tergiversation et après avoir pris en tout cas l'engagement devant la communauté internationale de mener une transition pendant 24 mois, je crois que nous n'avons plus le choix. Nous devons aller aux élections. Maintenant, peut-être ma seule inquiétude, c'est que aller aux élections pour aller aux élections, c'est aussi ça l'inquiétude. Parce que, en réalité, cette transition devrait être une aubaine pour le peuple malien de parfaire sa démocratie, de corriger en tout cas tous les éléments, toutes les insuffisances, en tout cas que nous avons constatées pendant 30 ans de pratique démocratique. Mais malheureusement encore, nous sommes en train de rater le tournant parce qu'il y a une telle divergence entre les Maliens. Il y a au départ, si vous voulez bien, les autorités se sont tellement mal comportées en excluant pratiquement une frange importante, en tout cas de la classe politique et de la société civile. Et aujourd'hui, l'autorité veut revenir en tout cas en arrière, mais pour moi, c'est un peu trop tard. Maintenant, la seule porte de sortie pour les autorités, c'est de faire en sorte que les élections, je ne crois pas que toutes les élections qui sont prévues dans le chronogramme puissent être en tout cas tenues, mais au moins qu'on arrive à tenir les élections présidentielles et les législatives pour au moins doter le pays d'institutions légitimes et sortir justement de cette crise. Parce qu'en essayant de continuer la transition, ça ne fera que augmenter la souffrance des Maliens, alors qu'aujourd'hui nous devons sortir de là. Sortir de là, Badou Escobar. Ernesto Che Guevara a dit qu'on commence à mourir quand on commence à garder le silence face à l'injustice. Donc c'est l'injustice qui a entraîné les événements que nous connaissons aujourd'hui.
nous sommes d'accord avec l'organisation d'élections crédibles et transparentes, mais il faut que la transition s'assume. Il faut que la sécurité revienne. Parce que vous ne pouvez pas organiser le référendum dans un pays où certaines localités sont encore sous la coupe des djihadistes. Parce que le référendum, c'est une question de souveraineté nationale, je pense bien. Donc il faut qu'ils mettent un accent particulier sur le retour de la sécurité. Et il faut qu'on organise des élections transparentes, surtout par rapport à la présidentielle. Déjà, dans les rumeurs de coulisses, on parle de candidats, des militaires, etc. Moi, je pense qu'il faut qu'ils sortent de ça. Il faut qu'ils sortent de ça. C'est les militaires. C'est les militaires. Okay. Il faut qu'ils sortent de ça. Oui. Il y a l'ensemble de la transition. Vous parlez voilà, des militaires. Je parle particulièrement des militaires. Okay. Il faut que les militaires sortent de ça. Il faut que les militaires soient neutres. Okay. Il faut que le candidat qui sera choisi soit le candidat du peuple malien. Le candidat choisi par le peuple malien pour éviter un autre coup d'État. Il faut insister là-dessus. Et il faut que les élections se déroulent de façon transparente et crédible. Je crois que les Maliens ont les yeux ouverts aujourd'hui. En août 2020, si Ibeka a été renversé, parce que les élections législatives ont été très mal organisées, certains ont été élus, alors qu'on ne peut même pas les nommer. C'est ce qui a révolté la population. Donc il faut sortir de ça. Il faut que la sécurité revienne rapidement. Il faut que des élections crédibles et transparentes soient organisées pour que nous puissions avoir l'adhésion de la communauté internationale. Parce qu'aujourd'hui, on a l'habitude de battre avec la communauté internationale. Il faut le dire, c'est une vérité. Donc pour que tout cela soit derrière nous, il faut insister sur le retour de la sécurité et l'organisation d'élections crédibles et transparentes. Okay. Merci Badou Escobar. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Le Triomphe du Mali. Youssouf Soko, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal L'Alternance. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours renouvelée au programme de Djoliba TV News. Au revoir et à dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission Le Rendez-vous des idées.